Salut et bienvenue pour ce top 15 perso de fin d'année où on va se centrer sur du négatif. Se plaindre comme j'adore le faire. Et oui, on va parler d'un sujet très vaste qui parle à beaucoup de monde, comme ça je suis sûr que ça ameutera des gens, puisqu'il s'agit des clichés. Hein, si vous avez vu le titre, hein, je ne vais pas vous prendre par surprise à ce niveau-là. Et les clichés en question, c'est quelque chose de très large en termes de définition. Ce sont les récurrences dans les œuvres fictives, que ce soit donc les éléments scénaristiques, les mises en scène particulières, les effets visuels, sonores, tout ça. Ce genre de choses, ça compte comme étant du cliché à un certain degré. C'est pour ça que il y a vraiment matière à piocher, il y a vraiment beaucoup de choses à déterrer là-dedans et c'est pas impossible que j'en ai loupé certains dans ma liste qui pourraient me déplaire plus que ce que je vais vous citer. Et j'y ai passé quelque chose comme 3 heures. Mais j'ai pas non plus eu le temps de fouiller en détail sur TV Tropes ou un autre site de ce genre-là l'intégralité des clichés qui existent. Donc c'est pas impossible que certains m'aient échappé sur le coup et donc n'hésitez pas à partager les vôtres comme d'habitude, hein, c'est quelque chose qui devrait bien parler. Sachant que, bien entendu, il y a des clichés qu'on accepte et qu'on apprécie à un certain degré, qui plaisent bien, alors que d'autres moins. Et ça dépendra totalement de la personne pour la 50e fois. Et donc, il y en a certains clichés dans l'eau, dans tout ce qui existe, qui me plaisent, hein, comme le coup, bien entendu, du méchant qui fait son rire sardonique, ou la personne qui s'éloigne tranquille d'une explosion en marchant, alors que si on faisait ça pour de vrai, ça se passerait pas super bien. Ou un autre truc qui me fait toujours un peu marrer, même si c'est un peu facile, c'est le coup du « Oh, ça ne pourrait pas être pire !» Et juste après... En règle générale, le truc pire, c'est il y a une averse qui tombe. Parce que voilà, il y a les, il y a les cieux qui vous entendent, qui se disent « Tiens, quelqu'un a dit cette réplique, il faut qu'il pleuve à tout rompre à ce moment-là. » J'avoue, ça me fait toujours marrer cet effet-là, même si ouais, c'est éculé et revu des tas de fois. Voilà, il y a certains clichés qui passent toujours pour certains ou pas. Et... on va voir ceux qui me hérissent le plus le poil parce que vous préférez quand je rage que quand je dis du bien, je sais. Et surtout parce que c'était plus difficile honnêtement de trouver les clichés qui me plaisaient le plus, honnêtement. J'ai essayé, ça a été beaucoup moins simple. Peut-être dans un futur quelconque, j'arriverai à faire une liste comme ça si ça vous fait envie. Pour l'instant, on va juste se contenter de gueuler un petit peu et parler du top 15 et des pires clichés existants pour moi. Numéro 1, le pervers accidentel. C'est un cliché que je ressors surtout de ce qui est manga, animation japonaise, parce que c'est vrai que ça tombe beaucoup moins souvent ailleurs que là, et ouais, ça va être un peu le seul cas. Le reste, ça va surtout être par rapport au modèle hollywoodien typique qu'on a je sais combien de fois. Une fois de plus, faut bien comprendre que je suis quelqu'un qui a des goûts super mainstream et donc bien entendu le cinéma, les séries américaines, c'est ce que je suis majoritairement. Mais j'ai quand même pas mal d'accroches avec la japanimation aussi, hein, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et il y a certains de leurs clichés qui me restent un petit peu en tête et qui sont pour beaucoup liés à cet élément-là, la perversité des protagonistes mâles, plus ou moins présumés, qui a tendance à être un tout petit peu trop exacerbé. Hein, je pourrais parler par exemple du coup du sauna. Il y a toujours une scène dans 90% des animés où nos héroïnes et nos héros font sauna à part et il y a un ou plusieurs de nos héros qui se disent tiens, j'ai envie d'aller les reluquer. Vous voyez, il y a toujours un moment comme ça, un peu de choses vraies. Ça, c'est pas génial, hein, ça s'use vite, je trouve. Mais il y en a un qui est pire parce que, au moins, dans le cas du sauna, quand les mecs se font engueuler, ils le méritent totalement. Alors que là, il y a un autre cas qui se met en place et qui m'énerve pas mal, c'est ce coup de la perversité accidentelle. Ça, c'est quelque chose, si vous avez suivi à peu près autant d'animés que moi, que vous avez remarqué, j'en suis certain. C'est ce moment où notre héros tombe sans faire exprès sur un personnage féminin, et donc c'est la renverse, et il fait un geste impromptu accidentel
d'une certaine façon et qui l'amène à être pervers à un moment donné contre son gré par rapport à cette personne. Donc par exemple en lui tombant dessus sans faire exprès, il lui met la main à la poitrine ou il a les yeux sous sa jupe parce que la position fait que c'est comme ça, ou des tonnes d'autres situations que vous pourriez imaginer de ce genre là quoi. Et déjà que c'est super forcé pour le gag, on va plus loin en disant que c'est ultra répréhensible de sa part, alors que techniquement il y est pour rien. Le gars, quoi, il est juste tombé par malchance dans cette configuration, il a rien cherché, et pourtant, étant donné que la fille est embarrassée, ça l'énerve, elle se dit « Oh, espèce de sale pervers !» Une claque dans la gueule quand c'est seulement ça, parce que des fois ça va plus loin que ça, et il se colle cette image pendant je sais pas combien de temps, des fois pendant la moitié de la série, il y aura toujours la fille qui le verra, ah oui, c'est le pervers, tout ça, alors que bon, essaye de prendre un peu de recul, meuf, il l'a pas fait exprès. Sérieusement, c'est clair dans la mise en scène qu'il l'a pas fait exprès, comment ça se fait que tu ne le vois pas toi-même? Et ouais, c'est du micro-conflit gaguesque pourri pour moi, ça m'énerve pas mal. Les premières fois ça peut peut-être être un peu marrant, mais très vite ça s'use et c'est gavant. Et ouais, c'est je pense le pire cliché d'animé japonais qui existe pour moi. Numéro 14, les coups de pied fortuits. C'est une situation qui m'a jamais plu une seule seconde, tellement je l'ai toujours trouvé grossière. C'est un peu le même principe que, je sais pas, vous connaissez le coup des boules de gomme, de chewing-gum qui tombent par terre pour empêcher quelqu'un d'avancer, il se pète la gueule. C'est un peu le même niveau de gag forcé qui apporte rien et qui donne l'impression que on veut étaler, on trouve une solution facile pour que ça rame, tout simplement. Et c'est particulièrement ennuyeux avec ça, en tout cas pour moi, dans le sens où comment ça se fait que personne ne se rende compte de ça? Comment ça se fait que ça tombe pile poil à ce moment-là à chaque fois? C'est du gros comme par hasard bien gras pour que notre personnage galère à ramasser un putain d'objet. Voilà, les deux exemples les plus particuliers que j'ai en tête, c'est d'une part Indiana Jones 2. Voilà, il doit retrouver un remède à un poison qu'il a bu. Et puis bon, l'objet qui est par terre, ben, il se fait valdinguer d'un coin à l'autre par des coups de pied de gens qui courent partout. Et ça aide pas du tout l'attention, je trouve que ça lit le temps inutilement. Et dans Bernard et Bianca au pays des kangourous, quoi, lorsque Bernard perd sa bague au tout début et qu'il galère pour la retrouver parce que les gens marchent dans leur coin à chaque fois et ils la font valdinguer ailleurs. Sérieusement. Et en plus là, il n'y a même pas la panique qui justifie le fait qu'ils font pas gaffe à ceux qui heurtent en marchant. C'est juste, oui, tiens, ça fait chier le monde pour emmerder Bernard et avant qu'il fasse sa demande. Je trouve que c'est un des éléments les plus grossiers pour retarder cette échéance, ce passage où il finira par lui demander sa main à Bianca. Et voilà quoi, pas la peine de rajouter ça. Voilà, c'est peut-être pas grand chose pour beaucoup de gens et je conçois très bien ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça ultra grossier, pas affreux, hein, c'est pour ça que c'est pas vraiment très loin dans ma liste, mais un petit peu quand même, hein. C'est une petite bête noire personnelle, ça. Numéro 13, le get service supra-efféminé. Ça va être simple, ça me faisait marrer les 2-3 premières fois, quand j'étais jeune. Quand ça se répète comme ça et qu'on a encore droit à ce genre de personnage dans des histoires récentes, je me dis, mais qu'est-ce que vous branlez? Quel est l'intérêt à part se moquer d'une personne parce qu'elle est efféminée? Et homosexuelle, parce que ça va forcément de pair. Bon, il y a des fois où c'est pas forcément clair, elle est pas forcément homosexuelle, mais la plupart du temps, ouais, elle est homosexuelle, la personne. Et ouais, montrer un mec efféminé, ça va quoi, 15 secondes? Limite, pour faire une blague rapide, pof pof, et puis on passe à autre chose, mais pendant tout un film, pendant plusieurs minutes, voire c'est un perso récurrent qui est présent durant tout le long de l'œuvre, et à ce moment-là, c'est grossier, c'est con. Il y a vraiment des homosexuels qui se vantent à ce point, qui sont des faux folles,
exacerbé à ce point parce que je trouve sincèrement que c'est une très mauvaise représentation du genre, quoi. Si on veut pas mal les considérer, les traiter en clichés, eh ben faut éviter d'en faire des clichés. Et je pense vraiment pas que la plupart des homosexuels soient comme ça, hein, vraiment pas. Je pense que la plupart ont un comportement tout à fait normal et ont pas un ton ultra exagéré. Ouh, ah, mon feignard, feignard, Dieu. Tout cela, non. Non voilà, quand c'est justement vraiment une grosse parodie bien grasse dans un univers où ça fait de la parodie bien grasse comme South Park, ça passe plus acceptablement. Parce que là, c'est de l'exagération dans un univers d'exagération totale jusqu'au bout. Par contre, quand c'est dans des films qui sont plus sérieux, qui sont des comédies simples, et pas des comédies très parodiques, et ben ça fait super tâche pour moi. Ça suce vite. Au début, peut-être que ça me faisait rire un peu, mais voilà, depuis que j'ai un âge de chiffres, ça me gave. Numéro 12, en fait, je fricote avec un animal! Ce genre de configuration aussi, je pense que je vais faire ça vite. C'est juste quelqu'un qui fantasme sur une fille en rêve et il s'imagine lui rouler un patin, voire plus, des fois ça arrive qu'on fasse plus que ça, et qu'à la place de la fille, ben, c'est juste un animal du coin. Souvent son animal de compagnie, hein. On a souvent cette configuration-là avec le chien de compagnie. Genre voilà, je rêve à la fille que je pourrais avoir et quand je m'imagine que je lui roule une pelle, et ben c'est mon chien qui est en train de me lécher le visage. Waouh, le contraste est saisissant et marrant. Je sais pas, même la première fois, ça ne m'a pas fait rire, hein. C'est juste de l'écriture désespérée pour moi. Pour arracher un rire à un niveau ridicule qui fera peut-être rire les tout petits, les gamins, mais voilà, dans un film qui essaye de faire de l'écriture un peu recherchée, qui essaye de se vanter d'avoir une écriture un tout petit peu poussée, ça a toujours été cheap et grossier pour moi. Numéro 11, le pauvre enfant qui emménage ailleurs. Oh, ce genre de drame, on a toujours touché une sans faire bouger l'autre. Et ça vient du fait que le film, ou l'œuvre en question, c'est pas forcément un film, mais en règle générale c'est plutôt dans les films qu'on a ça, essaye vraiment de nous mettre au niveau de la mentalité du gamin qui a entre 10 et 17 ans, qui perd ses repères parce qu'il est plus dans son monde et c'est censé être affreux pour lui, on est censé avoir énormément de peine pour lui, et moi j'ai envie de dire, mais mec, il y a des tonnes de gens qui ont des problèmes beaucoup plus graves que ça dans le monde, quoi. Arrête de faire chier. Tu crois vraiment que je vais avoir de la peine pour ta situation alors que, sincèrement, j'ai vécu des choses bien plus graves sans avoir à déménager moi. Vraiment. Donc, non, non, je peux pas, hein. La seule fois où ça a marché un petit peu pour moi, c'est quand on a exacerbé ça à un niveau où c'était compréhensible. Ce coup-ci, dans Karate Kid, le remake avec Jackie Chan, et ça marchait dans ce cas-là parce que ce coup-ci, le déménagement, c'était pas juste dans une autre ville ou dans un pays adjacent où on parlait la même langue, c'est juste, oui, d'un tout autre pays, quoi, où c'est pas la même langue, c'est pas les mêmes repères, c'est plus les mêmes coutumes du tout. On perd quasiment 100% de ce à quoi on était habitué avant, à part ses parents. Et encore, des fois, on n'en a qu'un seul, hein, parce que 75% du temps, dans ces cas-là, c'est une famille monoparentale. Et donc, ouais, dans le cas donc de Karate Kid, le remake, ça se tient. Là, je suis du côté du garçon qui a vraiment perdu beaucoup de choses. Là, je le suis. Là, je veux bien être pris dans sa peine. Les autres cas que j'ai vus, il y en a eu pas mal, non, je m'en fous un petit peu. Et le fait qu'on en fasse des caisses à ce point, bah, j'arrive pas à entrer dedans. Comme je l'ai dit, hein, c'est sans doute l'écriture, le choix d'écriture le moins fort pour moi dans Vice Versa, parce que voilà, oui, tu perds un peu tes repères, ça va pas super bien, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en faire une dépression? Vraiment, est-ce qu'il n'y a que cette voie-là? C'est la raison pour laquelle j'ai du mal, quoi. Oui, la méthode, l'approche de joie, pour rebondir là-dessus en se disant juste, tiens, on remonte sur les planches, on va se faire direct de nouveaux amis, on va pas se la jouer pleureuse. Je vois pas en quoi elle est mauvaise dans cette circonstance-là. Parce que
ça ne justifie pas ce cas-là de tomber en pleurs. Ça ne mérite pas d'être l'élément déclencheur pour dire que le personnage doit accepter qu'il peut être triste. Ça ne mérite pas à ce point-là d'être aussi important pour moi, ce cas-là. Et ouais, s'il y a des gens qui ont vécu un déménagement et que ça les a traumatisés, tant pis pour vous, je suis désolé. Je suis désolé, hein, mais honnêtement, vous ne me ferez pas croire que c'est un des plus grands problèmes que peut vivre un enfant et surtout un adolescent dans le monde. Clairement pas. Numéro 10, le neuneu de service finit avec une bombasse. Alors vous la connaissez celle-là, logiquement, c'est la configuration où on a donc un neuneu de service, souvent c'est le sidekick du héros à un certain degré, qui a toujours eu du mal à choper une fille, qui se dit « Ah, j'adorerais être avec une belle meuf » et durant l'aventure, il y a des circonstances complètement grossières, forcées et foireuses, qui font qu'il y a une belle fille qui le remarque et ils finissent ensemble à la fin. Mais vraiment quoi, c'est un espèce de gros fantasme d'une heure de service entre guillemets et qui a participé à l'écriture de l'épisode pour se dire tiens ouais, ça peut m'arriver ça, non. Non, en tout cas, clairement pas dans les configurations dans lesquelles vous nous montrez ça. Et je n'ai absolument rien contre les couples éparses. Au contraire, hein, moi, je suis totalement pour qu'on montre quelqu'un de beau, tomber amoureux, finir avec quelqu'un qui est plus porté sur l'intelligence, sur les trucs de geek. Hein. Moi, ça me va très bien, mais il faut mettre ça en place de façon à ce que ce soit crédible. De façon à ce que il y a un développement satisfaisant. Et 80% du temps, c'est pas le cas. 80% du temps, c'est juste une scène à la con où on force les choses. Genre, il y a un monstre qui attaque ou une connerie comme ça, le mec vient à la rescousse de la bête fille après, et paf, coup de foudre, on finit ensemble. Voire, on crée juste une bonasse qui se trouve avoir les mêmes centres d'intérêt. Mais il n'y a aucun développement particulier amené à ça, c'est juste comme par hasard, tiens, elle a les mêmes centres d'intérêt que lui, donc c'est super. Voilà, ce genre de truc, non, c'est trop grossier pour moi. Et ouais, si vous voulez mettre en avant un fantasme, soit vous l'amenez mieux, soit vous gardez ça pour du hentai ou fanfic. Pas pour des films professionnels, s'il vous plaît. Surtout qu'en plus de ça, ça arrive quasiment jamais dans l'autre sens. Hein. Oui, on a très rarement, hein, ça arrive un tout petit peu, mais vraiment très rarement, des cas où c'est la fille un petit peu neuneu, un peu nerd ou quelque chose comme ça, qui finit avec le beau mec du coin. Ça arrive quasiment jamais. Hein. Vous pourriez me citer quelques exemples, mais pas des masses, je pense. Numéro 9, l'abandon hâtif provisoire. C'est une configuration là aussi un peu particulière que j'ai malheureusement notée un peu trop souvent. C'est celle où notre groupe a une quête, a un motif particulier. Ils partent donc régler ça, mais il y a un truc qui leur tombe dessus un peu de nulle part et ils se disent « Ah merde !» C'est fini, on fait plus rien, c'est râpé, on rentre chez nous et une minute après, il y a un truc qui va totalement débloquer ça et faire comme si cette espèce de petite péripétie ne signifiait rien. Le cas le plus grossier par rapport à ça dans mes souvenirs, ça a été dans Le Hobbit partie 2, où à un moment donné notre groupe doit entrer dans les anciennes mines via un passage qui s'ouvre à un certain moment précis donné et lorsqu'ils essayent un petit peu, ça marche pas. Et genre 3 secondes après ils se disent c'est râpé, on se barre, pour qu'après Bilbon remarque un truc pour les rattraper après et leur faire comprendre que c'est pas râpé, qu'il y a un truc, que ça s'ouvre sans problème. Et ouais, ça servait à quoi? Ça servait à quoi de nous faire perdre du temps sur ce drame forcé de merde? Et voilà, ils auraient juste pu trouver l'entrée et entrer. Ça reviendrait exactement au même. Mais non, il fallait qu'on force ça pour rajouter du drame facile gratuit. Ça tombe un peu dans la même catégorie qu'un élément que je vais pas tarder à citer d'ici quelques places, mais voilà quoi. Le drame forcé gratuit, non. C'est pas la bonne voie à suivre pour bien raconter une histoire, et ce genre de configuration qui se répète un petit peu, pour moi c'est à éviter. Numéro 8, le méchant qui tue ses sbires. Pourquoi tu fais ça, mec?
c'est pour asseoir ton autorité, c'est complètement débile. Parce que je me mets à la place de tes hommes, je veux dire, waouh, ce mec nous bute sur un coup de tête parce qu'il est pas content qu'on n'ait pas réussi un truc. Ok, ben on se barre. Je veux dire, voilà, on lui obéit plus, on se casse et qu'il se démerde tout seul. La plupart du temps, ça pourrait se faire, hein. Ça pourrait se faire comme ça, il l'aura bien en ce con-là. Mais non. On a énormément de situations où tu dis ah, je suis énervé, je vais tuer un de mes sbires. Non, c'est bête, c'est stupide comme façon de procéder. Et si c'est pour rendre votre méchant imposant, bah c'est débile comme façon de le rendre imposant. Il y a de bien meilleurs moyens que ça. Et j'ai vraiment pas grand chose à développer, hein. Chaque fois que ça arrive, je me dis non mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà. Évitez de faire ça. Numéro 7, la fausse mort tragique. Vous l'attendiez celle-là, je suis sûr que vous demandiez à quel moment j'allais la rentrer là-dedans et ouais, c'est pas le pire qui soit pour moi, même si ça reste assez gros. Et je dois avouer un truc, de toutes les choses que m'a fait réaliser ce passage en revue plus en détail des films Disney en lançant cette chaîne, ça doit être celle qui s'est le plus ancrée. Ce délire ridicule de montrer faussement la mort d'un personnage pour le drame gratuit. Pour dire juste après, bah en fait non, il n'est pas mort, on est content. C'est de la manipulation ridicule. Il faut bien comprendre ça avec une bonne partie de ces clichés. C'est de la manipulation émotionnelle, ce genre de choses. Et la manipulation émotionnelle, c'est présent dans tous les films. C'est le principe même de raconter une histoire. On manipule un peu émotionnellement le spectateur. Seulement, cette manipulation émotionnelle, elle doit se faire avec certaines règles, certaines façons qui rendent ça un peu naturel. Sinon, on sort du récit. C'est ça le principe, quoi. Il faut arriver à rendre votre narration naturelle. Et les moments émotions que vous voulez créer, naturels et mérités. Et c'est tout sauf naturel et mérité. C'est de la parenthèse grotesque, niveau tarte à la crème, mais pour la larme. La tarte à la crème pour le rire, ça c'est la tarte à la crème pour la larme. Juste pour rembourrer votre film et essayer de nous faire une sorte de montagne russe d'émotions. Eh bien, moi, la montagne russe, elle est là, seulement c'est pas triste, joyeux, c'est dépité, enragé. Et une fois pour toutes, que ce soit clair, toutes les fausses morts ne rentrent pas dans cette catégorie. Il y a des fois où la fausse mort a un but, une fonction claire, notable. C'est pas juste un petit gimmick à la con pour mettre le film en pause et essayer de manipuler les émotions grossièrement. Il y a des fois où ça joue un rôle. Et ça vaut quelque chose. Je parle vraiment de ces cas où notre personnage, on le croit mort, et 20-30 secondes plus tard, ben, il n'est pas mort. Alors que bon, on aurait juste pu ne pas le croire mort et ce serait pareil, le déroulé serait pareil. Il faut bien garder ça en tête, hein, une fois de plus. Hein. Il y a des gens qui font toujours cet amalgame et de dire oh, mais t'as oublié telle fausse mort dans t'as cru que j'étais mort. Oui, c'est pas toutes les fausses morts que je compte comme ça, quoi. En tout cas, voilà, vous connaissez mon avis sur le sujet depuis le temps. Ça n'a pas changé. Et oui, avant, si j'avais pas fait ces vidéos, j'aurais peut-être pas compté ça. Mais maintenant que j'ai découvert ce cliché être répété autant de fois dans les films Disney, ouais, là, ça me... Numéro 6, le techno blabla. Alors, quand on veut montrer qu'un personnage est un peu érudit en matière de science, il y a deux façons de faire. Soit on étudie un petit peu les domaines dans lesquels il est censé être doué et on essaye de retranscrire ça de façon à ce que ce soit quand même un peu compréhensible pour le profane qui suivrait ça. Ça, c'est la méthode intelligente, recherchée et réfléchie. Soit on se contente tout simplement de lui faire dire des trucs complètement osef, n'importe quoi-tesque, en lien avec la science, les maths et ce que vous voulez, à la suite pour justifier comment il sait faire tel ou tel truc. Donc, ouais, d'après la racine carrée, en prenant l'hypoténuse de trucs mûches, mon cul, ouais, ce genre de truc, et ben ces gens-là, je les emmerde. C'est de l'écriture de feignasses pourris qui crachent sur le principe même de la réflexion scientifique. Voilà. Et j'ai un peu horreur de ça, je vous cache pas, ça me...
Et ouais, ça aide pas une seule seconde à rendre les personnages crédibles dans leurs capacités, quand, bah, au bout du compte, ils en ont pas réellement. Ils balancent juste des tonnes de mots scientifiques au pif pour montrer qu'ils sont intelligents, mais en fin de compte, ils ne le sont pas. Et c'est qu'avant, on a tellement eu droit à ça, de la part de pas mal de séries pour enfants, de films animés aussi, hein. Basile, détective privé, c'est un exemple assez parlant à ce niveau-là, que ça me déprime un peu. Vous pourriez juste montrer que la fille, la personne fait des calculs, c'est souvent une fille au passage quoi. Il y a un groupe de gamins et il y a l'intello du groupe, eh ben c'est la fille qui sait bien faire les calculs, tout ça. Et oui, vous pourriez juste montrer que la personne, eh ben elle sait faire les calculs, elle les écrit sur une feuille ou un truc comme ça, sans rien dire. Alors si je fais ci, si je fais ça, si je fais ce calcul là, on devrait pouvoir arriver à faire ça. Voilà. Ce serait pas très poussé, pas très recherché en termes d'écriture, mais au moins ce serait pas insultant, voyez. Mais non, vous préférez balancer des mots au pif, et ben à ce moment-là, allez vous faire voir. Quand vous faites ça, allez vous faire voir. Numéro 5, le tyran de service. Va y avoir pas mal à décortiquer parce que, bon, techniquement, c'est un archétype qui se répète pas mal, mais il y a, en règle générale, deux façons de le traiter. Et chacune de ces façons me déplaît horriblement. Parce que voilà, on parle bien entendu de ces personnes qui se prennent pour les grands Manitou, que ce soit de la rue, que ce soit de l'école, souvent de l'école, hein, il y a souvent cette configuration-là, et qui peuvent pas s'empêcher de s'en prendre au pauvre héros qui est moins bien vu dans la classe, ou le jeune gars qui passe par là dans la rue, ce genre de conneries quoi, et ils peuvent pas s'en empêcher pour le plaisir de se sentir avoir des couilles et amener du conflit sans intérêt. Et le problème principal que j'ai avec ça, c'est que la plupart du temps, ça n'apporte rien, à part juste le plaisir de faire de la petite vengeance de merde fantasmée de la part de personnes qui, je suis sûr, quand ils étaient jeunes, ont connu ce genre de tyran à l'école. Ouais, les connards qui venaient vous faire chier alors que vous leur faisiez rien. On a tous connu ça, moi-même j'ai connu ça, hein. Et j'avais envie de leur péter la gueule à ces cons-là, hein. Bien entendu je pouvais pas parce que j'étais pas du tout sportif, je le suis toujours pas. Mais voilà, on a tous eu un petit peu cette envie-là. Et il y a, je pense, cette espèce de fantasme de la part de certaines personnes de se lâcher à ce niveau-là, d'avoir cette espèce de petite catharsis de pouvoir se dire ah tiens ce tyran-là, à la fin on va le faire se planter, s'en prendre plein la gueule comme ça va être trop génial. Et c'est juste ultra gamin pour moi cette façon de voir les choses. Parce que ça n'arrive jamais comme ça en vrai, en tout cas clairement pas de la façon dont vous le montrez les trois quarts du temps facile. Et je trouve ça petit au bout du compte, je trouve ça puéril à un niveau où ça en perd la moindre valeur. Peut-être que là aussi, ça fait partie de ces cas où les premières fois, ça me faisait plaisir. Parce que voilà, il y avait ce côté un peu libérateur. Ah, ce sale tyran, il me rappelle trop un tyran que j'ai connu, il s'en prend plein la gueule, je me ressens là-dedans. Mais voilà, au bout de 40 fois, tu te dis merde quoi. J'en ai plus rien à foutre. Et il y a la deuxième façon de le représenter, et là ça va être plus polémique, je sens, où on essaye de faire une espèce de message social. Comme quoi, oh, si c'est un tyran, c'est parce qu'il a une mauvaise vie familiale, très dramatique, très tragique, qui le fait agir comme ça parce que il veut répéter les mauvais schémas et qu'on lui montre. Genre, ah, il frappe les gens parce que ses parents le frappent, ou un truc comme ça. Et je dis pas que ça n'arrive pas. Et je n'ai pas vraiment les données pour faire ça, mais moi-même ayant connu une bonne part de tyrans dans ma jeunesse, tyrans de l'école majoritairement, je peux vous assurer que c'était pas ça le truc, hein. Ah non, sérieusement, hein. La raison pour laquelle ces connards-là se comportaient comme ça, c'est parce que leurs parents n'avaient rien à foutre d'eux. C'était des gros laxistes qui les laissaient faire ce qu'ils voulaient. Et donc, étant donné qu'il n'y avait aucune limite, aucune barrière qu'on leur imposait dans le cadre familial, il n'y avait pas d'autorité qui se mettait en place pour eux en fait. Il n'y avait pas de notion d'autorité, de règles à respecter. Et donc, c'est des enfoirés qui se croient tout permis de s'en prendre aux autres parce qu'on leur laissait tout faire.
Et c'est pas complexe, c'est pas tragique, c'est juste vide et pathétique ça. Et vouloir représenter les brutes, les tyrans de l'école de cette façon-là, je suis désolé, c'est une insulte envers les gens qui subissent ces gars-là, quoi. Et pas, oh mon Dieu, le pauvre lui aussi est à plaindre. Non, en règle générale, il n'est pas à plaindre, quoi. Il a eu un environnement familial qui n'en avait rien à foutre de lui, et donc il s'est permis de faire ce qu'il voulait parce qu'il n'avait aucun encadrement. Voilà, il n'est pas à plaindre, quoi, ce mec, il a juste besoin d'être recadré comme il faut, et c'est pas en essayant de se trouver une excuse, ah mon Dieu, il a eu une enfance difficile, sans doute il y en a eu quelques-uns, hein, et c'est de la peine pour eux, hein, c'est vraiment dommage pour ces gens-là, mais c'est vraiment pas la majorité, clairement pas, hein. J'en suis sûr à 99%. Hein. Donc voilà, ces deux approches me gonflent parce que ça veut amener ce problème réel. Les tyrans, ils existent réellement, les tyrans de l'école ou les connards qui vous agressent dans la rue, quoi. Ces gens-là existent. Et on essaye de les résumer à une espèce de vision manichéenne des choses. Une vision bisounours, genre ah, ce sont les grands méchants qui finiront par avoir leur juste retour des choses, via des façons un peu cocasses, ou alors ah, ce sont des pauvres gens qui ont mal vécu dans le système, qui reprennent les erreurs qu'on leur montre, tout ça, ils ont besoin d'être aidés, ne pas reproduire la boucle, ce genre de truc, c'est tellement naïf et ça passe tellement pas pour moi. Et je peux tellement plus blairer cette représentation d'un tyran d'une façon comme de l'autre. Après, il y a des cas où on essaye un peu de nuancer ça. Hein, il y a quelques cas où ça peut être bien fait. Le concept même de faire un tyran de l'école, un tyran des rues, tout ça, n'est pas mauvais parce que ce sont des personnes qui existent bien en vrai. Il faut bien les représenter. Et il y a des cas où on essaie de leur donner un peu plus de nuances sans partir dans le manichéisme facile. Il y a un cas qui m'a bien plu, j'en ai déjà parlé à quelques reprises dans The Amazing Spider-Man. Voilà, hein, on a un espèce de tyran qui au début a l'air d'être bien parti pour être le gros cliché, mais dès lors qu'il arrive quelque chose d'assez grave, bah, il montre que c'est pas un connard fini, quoi. Il montre que c'est quelqu'un qui veut un petit peu asseoir son autorité, mais pas trop parce qu'il a quand même une notion de ce qui est grave, quoi. Contrairement à d'autres films où on se contente de faire des tyrans, des gros connards irrécupérables, souvent. Qui sont juste les gros méchants qui doivent recevoir leur juste punition à la fin. C'est tellement moins naïf que ça la vraie vie que ça en est insultant une fois de plus. Numéro 4, c'est drôle parce qu'il est gros. Je crois que depuis que j'ai 8 ans, je ne me marre plus du tout face à ces trucs-là. Parce que au bout du compte, être gros, ce n'est pas quelque chose de particulièrement drôle. Il y a peut-être une certaine bonhomie qui en ressort, hein, mais ça, c'est pas particulièrement marrant d'appuyer que ah, il est gros, donc ah, il a tendance à plus péter, il bouffe beaucoup, il fait des trucs un peu dégueulasses, ah, il pèse lourd, ah, donc ah, il y a des situations un petit peu cocasses qui en ressortent, tout ça. Ouais. Et qu'est-ce que je dois en retirer de ça? Rien à part que vous balancez cliché sur cliché autour d'une catégorie de personnes, hein, des trucs qui sont pas forcément faux. Hein. Bien entendu que quand on est gros, en règle générale, ça doit vouloir dire qu'on aime bien manger et qu'on fait pas trop de sport, c'est sûr, mais... Et après, pourquoi je suis censé trouver ça drôle? Pourquoi vous mettez cette espèce de musique cocasse à la con à chaque putain de fois? Et pourquoi vous arrêtez pas de répéter ad nauseam ce truc-là? Après, c'est pas pour dire qu'on peut pas faire de configuration un peu rigolote avec des personnages comme ça en jouant là-dessus. Mais il y a moyen de faire ça de façon plus subtile que oh regardez il est gros donc il pèse lourd, oh il aime bouffer, il y a moyen de faire plus poussé. Et c'est malheureusement ce que vous ne faites pas 80% du temps à peu près. Et ouais, ça aide pas, vraiment. Numéro 3, le père de famille, pas assez présent pour sa famille. Ah, vous la connaissez celle-là aussi.
m'en suis déjà plaint un petit peu dans ma réaction à chaud sur Jean-Christophe et Winnie. Et ce genre de cliché, la première fois, vous voyez, ça passe un petit peu. Je pense que la première fois que j'ai vraiment découvert, c'était avec Une nounou d'enfer. On a insisté un petit peu là-dessus. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je grandissais et que je devenais un peu plus adulte, je me suis rendu compte à quel point c'était gamin et c'était un infantilo-centré, pédocentré si je pourrais dire. Hein. Oui, cette façon de mettre en avant l'enfant comme étant la grande victime de ce sale père qui n'est pas présent alors qu'il bosse pour lui permettre d'avoir, en règle générale, la plupart du temps, une belle maison dans laquelle vivre. Hein. Oui, en règle générale, c'est pas vraiment des familles de pauvres qui se plaignent de ça. Et oui, ça arrête pas de s'accumuler, ça, à chaque fois qu'on veut créer du conflit entre un parent et son enfant, assez vite on part souvent sur le coup du «Oh, t'as pas assez de temps à m'accorder parce que tu travailles trop». Alors bon, ça peut arriver que ce soit la mère, mais j'ai, à ma connaissance, jamais vu ça. Et techniquement, oui, ce genre de cliché marche tout aussi bien avec une femme qui s'occuperait du travail dans la maison. Mais voilà, quoi, il y a toujours ça qui est mis en place. Et souvent, je me dis, mais putain de merde, est-ce qu'à un moment donné, ces connards-là pourraient pas prendre un peu de recul? Mais vraiment, quoi, dans pas mal de ces films, surtout quand on a affaire à des enfants qui ont un âge un petit peu avancé, genre 13-14 ans, quoi. C'est pas des enfants qui commencent à avoir un peu conscience de certaines priorités de la vie, j'ai envie de dire. J'ai envie de leur dire à ces connards-là, ok, très bien. T'es prêt à lâcher tout ça et à aller vivre dans un appartement miteux pour pouvoir avoir plus de temps avec ton père? Très bien, deal, vas-y, hein? T'es prêt? Parce que sérieusement, j'ai envie de leur donner des claques hein, à ces gamins-là. Hein, je veux tellement que mon père passe plus de temps avec moi, alors que la moitié du temps en plus, c'est pas que ce sont des mauvais pères, c'est juste qu'ils s'accaparent à leur boulot. Mais quand ils pensent à leur fils, ils l'aiment quand même, ou leur fille, quoi. Ils l'aiment quand même. Seulement, voilà, quoi. Il a des priorités pour faire tourner la maison, et s'il les faisait pas, il y aurait possibilité que ça se passe mal. Mais on n'a jamais ce genre de réflexion-là. C'est toujours, ah, c'est le père qui est fautif. Lui qui passe pas assez de temps avec ses enfants parce qu'il travaille trop. Et, c'est gavant, c'est gavant de voir à ce point tant de films vouloir donner le beau rôle aux enfants. Ah, c'est vous qui avez raison, les adultes devraient se plier à vos volontés. Parce que c'est vous qui faites la loi, hein, au bout du compte, hein, c'est pas les adultes. Et non, non, en tant qu'adulte moi-même, qui n'ai pas d'enfant, je le reconnais, hein, j'avoue que c'est un petit peu pour ce genre de choses aussi que j'hésite à en avoir, ça me hérisse pas mal le poil, hein. Ce truc-là, c'est particulier, c'est vraiment particulier. Hein. Numéro 2, les jumpscares. Ok, avant de parler un petit peu de ça, il faut quand même que je revienne un petit peu sur ce que représente ce truc. Ça existe depuis des lustres, ça. Et avant les années 2000, c'était pas tellement un problème. Mais voilà. Les jumpscares, c'est une méthode de mise en scène visuelle et auditive par rapport à instaurer un moment de tension, faire jaillir un petit peu une tension qui était mise en place et la faire un petit peu retomber après coup ou voire totalement exulter quand c'est pas une fausse alerte. Le but est bon à cet égard-là. Le truc, c'est que c'est quelque chose qui doit être employé très rarement. Mais vraiment très rarement. Ça ne doit pas être employé 4-5 fois par film, voire plus, parce que 4-5 fois, des fois, on aurait envie que ce soit seulement 4-5 fois. Déjà, il y a ça. Ça devrait être quelque chose de rare, qui a une valeur vraiment d'impact d'un seul moment, voire deux au maximum dans un film, pas plus. Le truc, c'est qu'on en abuse à fond, au point où ça en devient gavant à un stade guttural, si j'ose dire. Parce que à chaque fois que je regarde un film d'horreur récent maintenant, je ne peux plus
m'empêcher d'avoir peur du prochain jumpscare. J'ai peur de me faire surprendre de façon ultra bruyante et que ça me provoque un haut le cœur à cause de ça. Et c'est désagréable. C'est physiologiquement une sensation désagréable. Mais vous le faites. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réponse émotionnelle facile. Et là, on tombe dans le cas de la manipulation émotionnelle une fois de plus. La manipulation émotionnelle la plus grotesque, la plus basique au niveau des sens, qui devient tellement cheap qu'elle en est détestable, désagréable, vraiment, au niveau des tripes, au niveau même des tripes. C'est pas juste au niveau de l'analyse, c'est juste au niveau des tripes. Tu sais que ça existe et tu peux plus supporter ça. Et la seule raison pour laquelle, la plupart du temps, ces jumpscares nous font sauter, c'est pas tellement pour l'image ou la mise en scène, mais parce que on se donne tout le loisir de faire baisser la musique pour bien nous faire une espèce de supra crescendo ultra rapide pour bien que nos oreilles saignent l'espace d'une seconde, quoi. Genre voilà, c'est la tension, tout ça, et tout d'un coup, il y a une espèce de truc qui surgit. Des fois, c'est même rien, ça peut être juste un chat qui sort de nulle part. Ça aussi, c'est un cliché, hein, le chat fausse alerte. Je sais pas d'où ça aurait venu ça, mais bon merde. Bref, voilà, ce truc il sort de nulle part et puis t'as une espèce de bruit strident dans la musique qui te fait sursauter. Et t'as pas le choix. C'est physiologique. C'est impossible de ne pas réagir autrement. C'est de la manipulation tellement affligeante et grossière qu'elle en devient vraiment irritante à un niveau primal. C'est ce qui fait que je peux plus ça. Et c'est la raison pour laquelle je regarde pas tellement de films d'horreur actuels parce que on abuse de ça. Vraiment. Et plus ça va, plus on rend la musique forte. Plus on se permet de faire des pics sonores désagréables. Parce que j'imagine que avant on n'avait pas les moyens, ou c'était moins la tendance. Avant, ah oui, il y avait ce pic de son, mais il n'était pas aussi puissant. Hein, il y avait déjà des films d'horreur, même pas forcément d'horreur, hein, qui faisaient ça. Mais ce n'était pas aussi puissant. Là, non, c'est ultra puissant et c'est horrible. C'est horrible à supporter. Je peux tellement plus supporter cette manipulation-là. Alors que techniquement, elle peut être bien employée si elle est intelligemment utilisée et dosée. Mais c'est plus le cas. Plus ça va, moins c'est le cas. Et je peux tellement plus supporter ce truc-là. Tellement plus. Donc, ouais, quoi, c'est très facile comme cliché. Et j'espère avoir été clair sur ce qui fait que ça marche pas. Même si sur la base, ben, c'est pas forcément mauvais. Mais c'est comme beaucoup de cas, beaucoup d'idées là-dedans sont pas forcément mauvais, c'est juste la façon dont je les exploite continuellement, toujours la même façon d'exploiter ça qui devient saoulante à la longue et c'est le cas le plus flagrant. Même s'il y a quand même un truc qui me fait plus rager depuis le début. Numéro 1, le quiproquo amoureux. Alors, je m'excuse à l'avance du changement de plan et de vêtements. Il y a eu un petit problème technique, ce qui fait que j'ai dû me enregistrer plusieurs jours après l'autre partie. Donc, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. En tout cas, voilà, quiproquo amoureux. Je peux pas. Alors, le principe même du quiproquo, comme de tous les autres cas que j'ai traités avant, qu'on soit bien d'accord, tous les cas, à quelques exceptions près, que j'ai traités avant, sont pas forcément mauvais dans l'idée. C'est juste la façon abusive qu'on a d'employer ces éléments qui en fait des clichés désagréables. Et il n'y a rien de plus parlant, de plus irritant que ça pour moi. Ce coup que vous connaissez tous. On a un couple, ça bat de l'aile, c'est pas certain entre eux, etc. Et à un moment donné, le mec, très souvent le mec, ça arrive que ce soit la fille, mais il arrive quand même beaucoup plus souvent que ce soit le mec, se retrouve dans une position délicate avec une autre femme.
qui donne un peu l'impression, vu de l'extérieur, qu'il est en train de sortir avec elle, de faire des trucs un petit peu coquins à divers degrés avec elle. Et la fille, donc, elle va voir ça, elle va tomber dessus comme par hasard, elle se dire « Oh mon Dieu, mais il me trompe, oh, il sort avec une autre, il ne veut pas être avec moi, ce genre de conneries », pour créer du drame à la con pendant je ne sais combien de minutes, et tirer le film pour rien. C'est encore pire pour moi que la fausse mort qui essaye d'étirer le film avec du faux drame une fois de plus. Je déteste qu'on étire son film avec du faux drame, hein. Je pense que c'est clair maintenant. C'est encore pire que la fausse mort parce que la fausse mort c'est quelque chose d'assez spécifique. C'est quelque chose qui repose quand même sur des conditions un peu spéciales qui ne tombent pas si souvent que ça. Alors que le quiproquo amoureux, mais punaise, le nombre de comédies romantiques, le nombre de films romantiques, et pas forcément romantiques globalement dans leur genre principal, qui ont usé jusqu'à la moelle ce truc-là, mais je les compte plus. Je les compte plus, quoi. C'est tellement présent qu'à chaque fois que ça tombe, j'ai envie de me cogner la tête à plusieurs reprises. À chaque fois, je me fais un facepalm maintenant. Hein. Dès lors qu'il y a ça, quoi, je me dis, putain, encore, mais qu'est-ce que vous me branlez là? Vous connaissez la situation, j'ai honnêtement tellement peu de choses à en dire à part que, voilà, vous voulez créer des complications au sein d'un couple, faire en sorte qu'ils ne finissent pas ensemble comme ça. Ok, il y a divers moyens de le faire, la plupart du temps des moyens un peu grossiers mais qui peuvent quand même un peu passer dans certains cas. Ce coup-là ne marche pas, surtout quand c'est pour insister là-dessus, parce que une fois de plus, ça peut être employé de façon comique, de façon efficace. Vraiment. Mais juste pour faire un petit gag de passage comme ça. Du genre, voilà, on montre une situation équivoque où deux personnages semblent être intimes alors qu'ils ne le sont pas. Quelqu'un entre, il se dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est bizarre. Et après, on a une petite ellipse, juste après, qui fait que, ouf, j'ai cru quelque chose de dingue l'espace d'un moment. Et voilà, on se met à sa place, on dit, ok. On pige le truc, on voit le côté cocasse de la chose. Quand c'est juste rapidement comme ça, il n'y a pas de problème. Ça peut être intéressant, ça peut être assez bien fait quand c'est pour l'humour rapide. Par contre, quand c'est pour le drame grossier comme ça, c'est juste affligeant et c'est le plus souvent que ça tombe. Pour faire traîner les choses entre notre couple principal qu'on veut instaurer, parce que sinon ça irait trop vite et c'est l'élément central de notre intrigue, il faut qu'on la fasse tenir le plus longtemps, donc drame. Mon cul, désolé, c'est de la merde ça. Chaque fois ça tombe, c'est de la merde, hein, et je compte pas le nombre de fois que c'est tombé. Voilà. Donc, ça fait partie des clichés que j'aime le moins. Il y en a d'autres que j'ai pas compté évidemment. Il n'y a pas que 15 clichés que j'aime pas. Hein, j'aurais pu compter le cliché qui est bien placé aussi, mais vraiment pas loin, genre niveau 16 ou 17, de la police inefficace qui doit être incapable. Ça aussi, ça me gaffe pas mal dans pas mal de situations. J'aurais pu vous citer plein d'autres clichés vulgaires de ce genre-là, mais je pense avoir fait le tour quand même de ce qui est tendance à m'irriter le plus. Vraiment dans les éléments récurrents qu'on voit dans les films, les séries, etc. Je pense avoir fait un tour assez satisfaisant et j'espère que ça vous aura satisfait, c'est le plus important. Je vous rassure, j'aime toujours ce type de format de vidéo, donc en 2021 ça va se poursuivre. Voilà, hein, c'est plaisant à faire, ça demande un peu de temps, mais ça en vaut la peine, ça fait quelque chose qui me change. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de pas faire tout le temps le même type de vidéo, donc ça me fait plaisir de faire ça. Et donc vous aurez toujours des top tiers et des top 15 perso dans l'année 2021 et très certainement l'année 2022, si ça se poursuit bien. Merci à tous, au revoir.